Bien, je vous propose de commencer. Si tout le monde est bien installé dans cette salle confortable mais fraîche, mais confortable. Bien, je vous propose de poursuivre cette commission d'enquête sur les agences et autres opérateurs de l'État. Madame la présidente, directrice générale, madame le rapporteur, mes chers collègues. Nous recevons aujourd'hui Madame Claire Giry, présidente directrice générale de l'Agence nationale de la recherche, donc l'ANR, qui est accompagnée de Monsieur Vincent Cotet, directeur général délégué, et Monsieur Thibault Cantat, aussi directeur général délégué. Merci, Madame et Messieurs, pour votre présence et le temps que vous accordez à notre commission d'enquête. L'ANR est un établissement public à caractère administratif, donc c'est un EPA, placé sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il met en œuvre le financement de la recherche sur projet. Vous êtes également un opérateur important du plan France 2030. Madame la Présidente, notre commission d'enquête étudie les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État afin d'identifier des doublons, des chevauchements et de faire des propositions d'amélioration. La pression budgétaire se fait en effet de plus en plus forte pour diminuer les dépenses des ministères et de leurs opérateurs. L'incertitude économique et géopolitique actuelle, qui atteint un niveau rarement atteint, renforce cette pression. Il est donc crucial d'avoir une compréhension parfaite du rôle et de l'utilité de chacun de ces opérateurs afin d'éviter des coups de rabot contre-productifs. Dès notre première réunion, nous avons laissé hors du champ de notre commission d'enquête les organismes d'enseignement et de recherche, en considérant que leur mission devait de toute manière continuer d'être conduite, quelle que soit leur organisation administrative. En revanche, nous nous intéressons à des opérateurs qui, sans réaliser eux-mêmes des travaux de recherche de manière directe, participent à leur financement ou, de manière générale, à l'organisation administrative du monde de la recherche. C'est pourquoi nous vous avons demandé de venir jusqu'à nous aujourd'hui. Je vous demanderai donc de nous expliquer ce qu'apporte ou ce que n'apporte pas le statut d'agence pour exercer vos missions par rapport à l'administration centrale. Est-il plus facile de lancer des appels à projets dans le domaine de la recherche lorsqu'on dispose d'une certaine autonomie pour gérer son budget ou pour recruter? Toutefois, cela n'entraîne-t-il pas des risques de doublons avec ces ministères chargés de la recherche, puisque lui aussi a besoin, comme vous, d'avoir une bonne connaissance des milieux de la recherche. De même, vis-à-vis d'autres agences, identifiez-vous des chevauchements et avez-vous des propositions d'amélioration? Je pense par exemple à l'ADEME, qui porte aussi des dispositifs d'appel à projets. D'une manière générale, quels sont vos liens avec d'autres opérateurs en lien avec le monde de la recherche et des entreprises comme la Caisse des dépôts et BPI France? Entretenez-vous également des liens avec les territoires qui accueilleront les projets sélectionnés, soit directement, soit par l'intermédiaire des préfets? Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'une dizaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu, évidemment, sera réalisé et publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement, de 45 à 100 000 € d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc, Madame la Présidente, à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, et à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je ne sais pas si vos directeurs prendront la parole aussi, j'imagine que oui, donc vous allez tous les trois prêter serment, évidemment. On y va? Donc je le jure. Allez-y. Parfait. Je vous propose donc de vous donner la parole, Madame la Présidente, pour un propos introductif. Je laisserai la parole après ça à Madame le rapporteur pour une première série de questions. Et à l'issue de vos réponses, je passerai la parole aux membres de la commission d'enquête pour des questions qu'ils ont préparées, évidemment, de leur côté. C'est à vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais effectivement commencer par un propos introductif qui me permettra surtout de bien préciser les fonctions de l'agence, notre rôle dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation.
Donc, vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'ANR est un EPA, un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est un ministère avec qui nous avons un contrat d'objectifs et de performance et qui est présent à notre conseil d'administration. D'autres ministères sont également représentés dans ce conseil, en particulier le ministère chargé du budget et puis celui qui est chargé de l'industrie. Et siègent également d'autres institutions de recherche ou des représentants des communautés scientifiques qui nous concernent. Et l'ANR a été créée en 2005, donc nous avons 20 ans cette année. Nous avons 2 missions principales que vous avez également évoquées. Financer la recherche, c'est notre métier premier qui a présidé à la création de l'agence. Et puis, il y a quelques années, au moment de la création du premier plan d'investissement d'avenir, nous a été confié la mission d'être un des opérateurs de ce que l'on appelle aujourd'hui France 2030. Pour lequel nous sommes un des opérateurs et il se trouve que nous sommes l'opérateur le plus important et c'est nous qui prenons en charge le financement, le suivi des projets concernant l'enseignement supérieur et la recherche. En tout cas, la plupart des projets enseignement supérieur et la totalité des projets sur la recherche. Donc notre toute première mission, financer la recherche sur projet. Finalement, comment elle se passe? Ce sont des chercheurs, des laboratoires qui déposent auprès de l'ANR des projets. Nous en recevons de l'ordre de 8000 par an. Dans ces projets, ils décrivent un projet de recherche qu'ils souhaitent conduire dans le temps. Nous organisons ensuite l'évaluation de ces projets, ce que nous faisons faire par d'autres experts scientifiques sur le principe qui est mondialement utilisé dans notre sphère de la recherche, qui est utilisé à l'international, qui est celui de l'évaluation par les pairs. Donc des experts scientifiques examinent ces projets, les évaluent et nous permettent de sélectionner les meilleurs projets parce que c'est là où il y a ces projets pour lesquels il y a le plus d'excellence scientifique qui sont les plus innovants, les plus prometteurs pour la recherche française. Et ces projets que nous sélectionnons, nous mettons ensuite en place des financements. Aujourd'hui, un projet moyen financé par l'ANR, c'est une durée de 5 ans et 500 000 euros. Financer la recherche sous cette forme, donc c'est un des mécanismes de financement de la recherche, mais il y en a d'autres. Les institutions de recherche financent aussi des dotations laboratoires, mais ce financement sur projet, qui est notre métier, apporte aussi la garantie que ces financements arrivent directement dans les laboratoires et ne sont pas destinés à d'autres activités des institutions de recherche. Donc ils arrivent directement dans les laboratoires et ils financent aussi la meilleure recherche, donc la valeur ajoutée que nous apportons à notre système. Et à la recherche française, c'est ça, c'est de fournir des éléments de dynamisation de la recherche et un cercle vertueux qui permet de financer ce qui est le mieux évalué. Ce système permet aussi une acculturation à la recherche sur projet, qui est, encore une fois, le mode international de financement de la recherche. Ça pousse à formaliser ses idées, à réfléchir avec qui on veut faire quoi, et pour obtenir quel type de résultats, en tout cas pour défricher quel sujet scientifique. Et c'est aussi clé pour la participation des équipes françaises au programme européen d'Horizon Europe, puisque c'est la modalité de financement de la recherche à l'échelle européenne. Et nous savons que nous avons des progrès à faire au niveau français sur ces sujets, mais que nous avons aussi de bons taux de réussite des équipes. C'est aussi parce qu'elles connaissent ce mécanisme de formalisation de projets. Alors sur cette première activité, encore une fois, qui est l'activité vraiment historique de l'ANR, notre budget d'intervention, donc les montants qui vont au laboratoire, c'est 1,2 milliard d'euros aujourd'hui. Et j'y reviendrai puisque c'est une somme qui a beaucoup évolué ces dernières années. Voilà, donc cette recherche sur projet, comme je vous le disais, elle a une valeur ajoutée, c'est un investissement aussi pour le pays, elle a aussi un coût, c'est-à-dire que c'est des mécanismes assez complexes de choix de ces projets, mais ça garantit cette exigence et cette ambition scientifique et la dynamisation de notre écosystème. La plupart des pays de recherche disposent d'une agence de ce type. En Europe, il n'y a que l'Italie qui n'est pas d'agence de financement de la recherche. Et dans les autres pays de recherche, la Colombie est un contre-exemple qui n'a pas d'agence de financement de la recherche, mais tous les autres pays qui font de la recherche en disposent. Donc ça suppose pour nous, et c'est un de nos axes prioritaires de travail, de trouver le bon dosage entre les efforts qu'implique ce mécanisme d'évaluation de projet dans les laboratoires, dans l'administration des laboratoires et des institutions de recherche, à l'ANR aussi, pour que l'effort à faire pour tous ces projets soit le plus faible possible, pour que le système soit efficace et que cette valeur ajoutée joue à plein. Alors, dans ce premier métier, nous finançons tout type de projet dans tous les domaines scientifiques.
Et notre positionnement est ce que l'on appelle en anglais curiosity driven. C'est aussi un des termes que l'on retrouve à l'international. C'est-à-dire que ces projets sont guidés par la curiosité des laboratoires. On n'attend pas un sujet de recherche particulier. Potentiellement, on considère que tous les projets de recherche peuvent être financés à l'ANR à partir du moment où ils ont le niveau d'excellence requis. Donc on va retrouver une large gamme de domaines scientifiques dans 57 axes différents. Et ces projets émanent des universités, des écoles, des organismes de recherche à différents niveaux de maturité, parfois dans des partenariats avec les entreprises, avec des financements qui vont sur des projets publics-privés pour 20% des financements que l'on accorde. Certains, donc la plupart de ces appels sont sur cette logique vraiment curiosity-driven ou bottom-up, mais certains sont aussi ciblés sur des questions spécifiques, que ce soit par exemple pour encourager des jeunes chercheurs à prendre leur autonomie en recherche, c'est très important pour la dynamique de recherche d'un pays, ou pour répondre à des questions précises dont nous avons besoin. Le ministère de la Recherche vient par exemple de nous attribuer un budget spécifique sur la maladie de Charcot pour que nous puissions travailler spécifiquement sur ce sujet, financer des projets sur ce sujet. On a assuré un pan d'appel à projets particuliers pour la stratégie nationale dans l'intelligence artificielle, par exemple. Et puis, nous construisons des partenariats avec différentes entités, des entités de l'État, pour l'Agence de l'innovation de défense, par exemple, pour la DGOS, la Direction générale de l'offre de soins, ministère de la Santé, dans la recherche translationnelle, et parfois pour des régions, ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années, sur des thèmes d'intérêt commun qui nous intéressent parce qu'ils permettent d'augmenter le potentiel de recherche sur des sujets importants, et puis qui intéressent les régions parce qu'elles répondent à une problématique spécifique à laquelle elles doivent faire face. Donc nous avons par exemple répondu à des demandes de la région Normandie suite à l'accident de Lubrizol en 2019, à des sujets de résilience face à la crise Covid dans les Hauts-de-France, Normandie et Grand Est. Nous venons lancer un appel sur l'impact du changement climatique avec différentes régions partenaires. Et puis nous avons des travaux soutenus par la collectivité territoriale de Martinique et la région Guadeloupe sur la chlordécone, les sargasses. Donc souvent ce sont des appels cofinancés, mais dans tous les cas, ils répondent finalement à un double intérêt. Le nôtre, c'est de dynamiser cette recherche, et puis celui des régions sur des sujets spécifiques que l'on n'aborderait pas forcément spontanément dans notre appel à projet, parce que les équipes de recherche ont besoin d'être stimulées sur ces sujets. Donc ça, c'est notre premier pan d'activité. Le second, c'est d'être opérateur de France 2030. Donc cette fonction nous a été confiée dès la création du premier programme d'investissement d'avenir. Et c'est l'idée de mobiliser ce même savoir-faire de l'ANR, qui est d'organiser l'évaluation de projets par des experts constitués de façon ad hoc en fonction des thématiques que l'on souhaite soutenir. Cette fois, on n'est pas sur du curiosity driven, on est sur des axes de travail très complémentaires, très, pour le coup, pilotés, très top-down, avec des priorités scientifiques énoncées. Dans France 2030, ce sont les 10 priorités de France 2030. Il y a encore une fois l'intelligence artificielle, le quantique, l'hydrogène, les maladies infectieuses émergentes, etc. Et parfois, ça a été des sujets plutôt de structuration des acteurs, des universités notamment, ou des projets de transformation des institutions. Donc cette fois, l'idée pour nous est plutôt de faire des choses un peu plus cousu main, donc d'organiser de l'évaluation, vraiment en fonction des objectifs attendus pour chaque action. Donc autant dans notre plan d'action et notre appel à projet générique que j'ai décrit avant, nous avons un budget d'intervention d'1,2 milliard d'euros annuel. Autant pour France 2030, dans les 54 milliards d'euros de France 2030, nous en gérons 9 en pluriannuel, mais qui correspondent à un décaissement annuel de 1 à 2 milliards d'euros à peu près. Donc on est sur des ordres de grandeur qui restent similaires. Voilà, donc dans cet ensemble, on est dans les deux cas dans le même métier, mais c'est un métier qui est assez complexe parce qu'il suppose d'être à la fois capable de faire de la grande série dans notre appel à projet générique et des choses plus adaptées à des objectifs particuliers dans le cadre de France 2030, de s'adapter à ces différents objectifs comme on le fait avec les acteurs qui nous demandent de mettre en place des appels à projets pour eux. Voilà, donc c'est un métier qui est particulier, qui ne s'improvise pas à cette échelle, en tout cas, qui nécessite de donner des signaux et des garanties de transparence et d'équité aux laboratoires de recherche qui déposent des projets, aux scientifiques qui ont besoin de savoir dans quel système de valeurs et de contraintes ils sont évalués. Donc, nous avons une charte de déontologie et d'intégrité, nous vérifions les liens d'intérêt des experts que nous mobilisons.
parce que cette confiance des scientifiques, elle est essentielle pour notre activité et elle est également essentielle pour nos partenaires internationaux, puisque nous avons des partenariats avec plusieurs agences dans le monde. Parfait. Écoutez, je vais laisser la parole à Madame le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Donc j'ai un certain nombre de questions à vous poser et mes collègues aussi. Donc si vous pouvez nous faire des réponses droit au but sur le sujet. Donc ma première question, vous avez été directrice générale de la recherche et de l'innovation au sein du ministère. Dans quelle mesure avez-vous l'impression de faire un métier différent en étant PDG de l'ANR, sachant qu'il y a quand même près de 300 agents à la DGRI et qu'il y a notamment tout un service qui est dédié à la contractualisation avec les organismes de recherche? Alors, c'est un métier très différent. Là, le point commun, vous l'avez souligné, c'est le nombre de personnel, enfin l'ordre de grandeur. Nous sommes à peu près 400 à l'ANR, avec tout le monde n'est pas à temps plein, donc nous avons de l'ordre de 350 TPT, mais au ministère, c'était sur le même type de volume. Mais les rôles au quotidien sont extrêmement différents. Quand j'étais directrice générale de la recherche et de l'innovation, notre rôle, c'était d'être la tutelle le rôle premier, c'est la tutelle des organismes de recherche, donc CNRS, INSERM, etc., INRAE, INRIA, et puis les plus petits, et de l'ANR, et puis d'organiser la nomination des dirigeants, leurs lettres d'objectifs, d'organiser les contrats de performance, il me manque les contrats d'objectifs de moyens, voilà, je n'ai pas pris dans l'ordre, donc il me manquait un mot, d'objectifs de moyens et de performance, puisque la loi de programmation de la recherche avait créé cette dimension moyen dans ces contrats. L'ANR en a bénéficié d'ailleurs et permet aujourd'hui d'avoir un budget d'intervention bien plus élevé qu'il y a quelques années. Donc d'assurer cette tutelle, ce qui veut dire préparer aussi les conseils d'administration, siéger dans ces conseils et préparer les décisions et les positions de l'État dans ces conseils. D'autres fonctions au sein de la DGRI étaient plutôt liées à la recherche réglementée, comment on encadre tout ce qui est expérimentation animale, utilisation des OGM dans la recherche, des choses comme ça. Il y avait des sujets plutôt liés à l'innovation. Alors si je pose la question différemment, qu'est-ce qui ne permettrait pas d'internaliser ce que font les agents de l'ANR dans la DGRI ? Et comme ça, on épargnerait les gens qui s'occupent de déterminer les contrats et de suivre ce que fait cette agence ou d'autres. Et comment on faisait il y a 20 ans quand l'ANR n'existait pas, puisqu'on faisait quand même de la recherche en France? Alors, il y a 20 ans, on faisait de la recherche en France. Justement, l'ANR a été créée par un mouvement inverse. C'est-à-dire que l'idée était que le ministère devait vraiment se concentrer sur la stratégie et les grandes orientations pour la recherche, donc soit en termes de dispositifs, soit comme dans la loi de programmation de la recherche sur des chroniques de financement, des mécanismes de financement de la recherche. Donc d'être sur la stratégie, d'être vraiment sur ces fonctions de stratégie et de tutelle des opérateurs. L'agence, elle a un rôle extrêmement opérationnel. On reçoit 8000 projets, on organise des comités d'experts, donc c'est un rôle qui n'est plus, qu'on ne considère pas aujourd'hui comme étant un rôle qui relève d'un ministère. Notre métier, c'est de réunir des comités, de choisir les experts, de vérifier leurs liens d'intérêt. 54 comités, 8000 projets, ça nécessite des expertises envoyées pour chacun de ces projets. C'est vraiment un rôle au quotidien très opérationnel. Et confidence, j'allais dire, mais bon, c'est pas tout à fait le cas dans les circonstances de cette audition. Mais c'est vrai qu'au ministère, j'avais tendance à essayer, et ça n'est pas un secret, de lutter aussi contre le micromanagement, qui est un risque que peut avoir une administration centrale vis-à-vis de ses opérateurs. Et ça, c'était bien compris des équipes, mais c'est vrai que si on remettait de l'évaluation à cette échelle, à ces niveaux de précision, le ministère ne serait plus du tout dans un rôle stratégique, il ne pourrait plus assurer sa fonction. Vraiment, ce rôle, il est au quotidien... Il y a énormément de gestes de gestion. Il y a 40 000 paiements que nous envoyons chaque année, à chaque édition d'appel. C'est 40 000 notifications et paiements envoyés à des acteurs. Donc ça n'est pas le même métier et le ministère doit rester dans cette vision stratégique d'orientation politique. Et nous-mêmes, nous mettons en œuvre une partie de cette politique parce que notre propre programmation est définie, on la copilote avec le ministère de la Recherche, mais elle est arrêtée, in fine, par le ministère de la Recherche. Nous, on la déroule. Merci. Maintenant, sur la communication, votre politique de communication. Donc, comment est-ce qu'elle est organisée? Est-ce que vous avez que des équipements propres? Est-ce que vous avez signé un marché avec un prestataire extérieur pour vous aider à communiquer? Comment est-ce que vous pouvez expliquer que sur certains de vos communiqués de presse, il n'y ait pas de mention de l'État, mais uniquement de l'ANR?
Et surtout, comment aussi est-ce qu'on peut... Voilà, on a lu dans un de vos communiqués de presse que ce projet d'1 million d'euros est cofinancé par l'Agence nationale de recherche à hauteur de 500 000 euros. Est-ce qu'on peut dire que cette phrase est complètement complète, alors même que selon la documentation budgétaire, les ressources de l'ANR, c'est quasiment une subvention pour charge de service public, ou alors est-ce qu'il y a un élément qui nous échappe, et est-ce que vous avez réellement des ressources propres qui permettraient de pouvoir dire que c'est l'argent de l'ANR qui a été financé le projet et pas l'argent du contribuable, et donc l'argent de l'État? De toute façon, l'argent que nous dépensons est l'argent de l'État. Enfin, c'est clairement. Mais je vais préciser sur ce point-là parce que je pense voir à quoi vous faites allusion. Alors, notre communication, elle est assurée. Nous avons une direction de la communication et elle se fait de différentes manières. Donc, on organise d'abord des colloques scientifiques sur la base des projets que l'on finance pour animer la communauté scientifique aussi autour des grands thèmes. C'est bien aussi de réunir régulièrement les porteurs de projets d'une même thématique. C'est intéressant pour eux d'échanger. Ça nous permet de voir ce qui ressort et de ces projets, d'en mesurer l'impact. Nous essayons de le faire en associant toutes les parties prenantes. On a eu, il y a quelques jours, un colloque, par exemple, sur la recherche en sécurité qui permet d'associer aussi les acteurs de la sécurité très opérationnelle, les gendarmeries, par exemple, beaucoup d'acteurs qui peuvent être intéressés à cette recherche, les armées. Et puis, nous avons, donc au-delà des sphères scientifiques, nous essayons d'avoir en lien avec notre programme Sciences et Société et avec différents acteurs de la communication scientifique, d'avoir une relation directe aux citoyens pour promouvoir ce qui fait partie aussi de nos missions, la recherche et l'intérêt de la science. Donc ça, on y travaille aussi. Dans ce cadre-là, on peut parfois faire appel à des prestataires quand il s'agit d'organiser un événement et d'avoir... on n'a pas d'agence qui nous accompagne tout au long de l'année. C'est plutôt sur des événements particuliers. Nous avons aussi, et c'est notre première communication, ce que l'on fait envers les bénéficiaires, les labos, les chercheurs. Donc nous communiquons sur le lancement de nos appels, nous communiquons par des webinaires aussi sur les procédures que l'on met en place, la simplification de nos appels à projets pour faire connaître nos différentes modalités de travail, ou tel instrument pour aller vers des programmes européens, pour expliquer comment ça fonctionne. Comme là, on va faire évoluer les choses pour notre nouveau triennal, on va refaire toute une batterie de rendez-vous de l'ANR sur le terrain et via des webinaires. Et puis nous lançons parfois des communiqués de presse, soit pour lancer un nouvel appel et le faire connaître quand il est atypique, quand il est nouveau, par exemple, ou pour faire part de certains résultats. Alors je ne sais pas exactement de quel appel vous parlez, mais ça leur ressemble à des appels que nous lançons justement avec des régions. Donc c'est possible, surtout sur ce genre de montant, que nous soyons sur des cofinancements, soit avec des régions, soit avec d'autres opérateurs. Et dans ce cas-là, on cofinance au sens où nous finançons une partie de l'appel et la région finance... donc chacun finance par son canal les bénéficiaires, mais c'est nous qui organisons l'évaluation et la liste de projets est unique à la fin. Ou ça peut être également avec l'AFD, l'Agence française pour le développement, ça peut être l'AID, l'Agence de l'innovation de défense, pour laquelle par contre nous opérons les appels, mais c'est leur financement. Donc nous-mêmes, nous avons, alors à 80, peut-être au moins 95% notre budget est de la subvention pour charge de service public. Nous avons un petit peu de cofinancement dans notre propre budget, de financement européen, puisque nous opérons des appels pour des partenariats européens sur des grandes thématiques, l'eau, je n'ai pas d'exemple, le cerveau, l'alimentation, enfin il y a plusieurs thématiques sur lesquelles il y a des partenariats européens pour lesquels plusieurs agences sont impliquées à l'échelle européenne et la Commission peut abonder, donc finance certains appels. Donc, ma question était plus de savoir pourquoi vous mettiez que le logo ANR et jamais le logo État. Alors, le logo, j'avoue que... Et vos communiqués de presse, est-ce qu'ils sont validés, envoyés avant pour information au cabinet ou à la tutelle, ou vous avez une liberté totale de communication? Alors, on a une liberté de communication en tant qu'établissement public. Après, c'est vrai que si on était amené à communiquer sur un sujet très particulier, très politique, bien sûr, on rebouclerait avec le cabinet. Mais ça n'est pas vraiment notre mode de relation. Ce qu'on fait, c'est qu'on communique sur des appels à projets ou autres. Alors, il me semble qu'il y a... Alors, en tout cas, il me semble qu'on met le logo de l'État, mais c'est peut-être relativement récent. La Marianne, oui. On met la Marianne, en tout cas, oui. Je pense que c'est relativement récent, puisque l'État l'a demandé il y a peut-être un an et demi. Auparavant, ce n'était pas forcément systématiquement attendu. Mais nous n'avons pas de raison d'avoir de communication distincte, finalement, de celle de l'État. Simplement, comme en général, c'est sur nos mécanismes opérationnels, on n'a pas forcément besoin d'une validation politique ligne à ligne. Mais le jour où la question se poserait,
on le ferait. Alors, j'en viens maintenant aux questions de pluriannualité. Donc, est-ce que vous estimez que la loi de programmation de la recherche a amélioré la visibilité de l'agence sur la vision de moyen terme de ces crédits d'intervention? Et surtout, quels sont les outils, les indicateurs qui permettent d'évaluer la réalisation du COP État-ANR qui va s'achever en 2025? Et est-ce qu'il y a déjà des pistes pour son renouvellement et des objectifs qui vous auraient été assignés? Alors pour la LPR, effectivement, ça a été un de ses buts, une de ses actions emblématiques de donner plus de visibilité à l'ANR. L'objectif dans la LPR, c'est de faire augmenter la trajectoire du budget d'intervention de l'agence de plus 1 milliard d'euros entre 2021 et 2027. Donc on est sur cette trajectoire. Ça s'est un petit peu infléchi en 2024 et en 2025 aussi, on est sur quelque chose de moins sécurisé. Donc ça a vraiment permis au budget de passer en 2021 de 780 millions d'euros à aujourd'hui 1,2 milliard d'euros. Donc ça a donné vraiment une visibilité forte à l'agence et à sa trajectoire et surtout aux communautés scientifiques puisque ça a permis au taux de sélection des projets de passer de 17-18% avant la LPR à 24,3% en 2024. Sachant qu'en 2014, on était encore sur des taux inférieurs à 10%. Donc on a aujourd'hui une trajectoire qui est plus forte. Et la LPR a également permis le versement ce qu'on appelle un préciput qui est versé aux institutions de recherche. L'idée, c'est que quand on a 100 versés à un projet de recherche, on verse en plus 30 à l'institution, ce qui enclenche un cercle vertueux. Quelque part, c'est un intéressement de l'institution à encourager des projets de recherche et à avoir une politique de recherche ambitieuse qui permette à ces équipes de décrocher des projets ANR. Donc on a une trajectoire sur le préciput de 30% cette année et la trajectoire amène à 40% à l'horizon 2027 également. Donc cette LPR, son but c'était de nous mettre finalement au même niveau que les autres pays de l'OCDE sur ces sujets. On n'y est pas encore tout à fait, mais la trajectoire a été respectée jusqu'à cette année et on travaille à une revoyure annoncée par le ministre Philippe Baptiste. Pour notre contrat d'objectif État-ANR, nous avons commencé à y travailler. Alors, oui, votre première volet de votre question, c'était sur le contrat passé. Donc, on a aujourd'hui atteint la plupart des objectifs de ce COP. Il nous reste une année pour y parvenir. Ce COP était... il y avait plusieurs actions. Par exemple, mettre en place une direction de la stratégie et des données. C'était plutôt sur le fonctionnement de l'agence, plus que sur ces instruments de financement qui sont plutôt mentionnés dans la LPR, et c'est la trajectoire LPR qui nous imposait ce travail. Il y a eu des sujets sur notre démarche qualité, ce genre de choses. Donc, on est vraiment sur la dernière année de ce COP et les différents volets ont bien avancé et la LPR a contribué à ce que nos instruments de financement, par exemple sur l'innovation, il y avait aussi des indicateurs pour les laboratoires communs, pour les chaires industrielles, tout ce qui est recherche publique-privée, les instituts Carnot aussi. Donc ça, c'est sur la trajectoire de la LPR et c'est des sujets qui ont permis d'avancer. Donc les moyens, quelque part, étaient soit les moyens de l'agence de fonctionnement, mais n'étaient pas des moyens coûteux, enfin, ou ce n'étaient pas des mesures avec des coûts particuliers. Les moyens, c'était ceux de la loi de programmation de la recherche, plutôt sur nos crédits d'intervention. Et sur notre futur COP, nous sommes en train d'être évalués par le HCERES, ou plus exactement, nous attendons le rapport du HCERES, puisque nous avons remis un rapport en juin dernier, nous avons été une visite en novembre dernier, et maintenant c'est les experts mobilisés par le HCERES qui travaillent, qui rédigent, et nous attendons le document. Notre futur COP, il va être nourri aussi de ce que le ministère attend de nous. Donc là, on a eu des échanges informels qui sont liés aux orientations données par le ministre et par la DGRI. On a convenu de travailler sur des axes sur l'attractivité de la recherche pour la renforcer, en particulier pour les jeunes chercheurs, sur l'innovation pour simplifier la lisibilité des dispositifs en lien avec l'innovation et les industriels. Et puis sur l'Europe. L'Europe est un axe fort de travail pour mieux articuler nos instruments et les instruments européens.
Et bien sûr sur la simplification, ce qui est un chantier qui faisait aussi partie du COP actuel, qu'il faut qu'on continue à porter. Sur les crédits d'intervention, est-ce que vous pouvez nous assurer que tous les crédits d'intervention, enfin la nature de subvention est le meilleur outil de politique publique et qu'il n'y a pas certains projets que l'ANR a financés qui auraient pu avoir une avance remboursable ou un prêt plutôt que de la subvention? Alors, nous finançons vraiment essentiellement des acteurs de la recherche publique, donc les organismes de recherche, les universités, les écoles. On a très peu de financement vers des industriels. Nous avons des outils qui favorisent la recherche publique-privée, mais pour lesquels nous ne finançons que des acteurs académiques. Il y a un seul instrument de projet de recherche collaboratif où nous sommes amenés à financer des entreprises dans le respect des taux relatifs aux aides d'État que nous devons respecter. Donc oui, on est vraiment sur des crédits publics qui ne pourraient pas être substitués par d'autres crédits parce qu'on est vraiment sur cette recherche qui est plutôt positionnée en amont. Donc on ne voit pas très bien quelle autre modalité aurait pu convenir. Les avances remboursables, les prêts, ce serait pour des entreprises qui sont dans des phases de développement plus aval. Et ça, c'est pas notre champ. C'est peut-être davantage celui de BPI, par exemple. Mais nous n'avons pas cette modalité. Ou en tout cas, ce que nous finançons ne s'y prêterait pas. Merci. Sur la partie appel à projet, donc vous êtes un établissement public administratif, mais vous n'êtes pas une autorité indépendante. Est-ce que vous avez totale liberté ou pas pour déterminer la politique de recherche et notamment qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais on avait une alternance politique qui allait dans un sens... Voilà, je laisse chacun deviner le sens de mes propos, mais voilà, parce que c'est une vraie question qui se pose quand on a une politique qui fonctionne que sur des appels à projets. Donc il suffit de changer l'appel à projet et on peut complètement réorganiser et réorienter la recherche. En tout cas, son financement, mais qui est un peu le nerf de la guerre en matière de recherche. Oui, c'est une question importante. Alors, notre décret dit que le ministère arrête notre programmation. Donc, le terme d'arrête est pas très classique, c'est pas lui qui l'a défini, mais il l'arrête. Dans les faits, nous organisons des comités de pilotage de la programmation, qui sont des comités dans lesquels il y a que nous coprésidons, nous ANR, avec les équipes sous la responsabilité de Thibaut Cantat et le ministère de la Recherche, avec les différents services thématiques du ministère de la Recherche. Donc nous coprésidons ces instances et en fait c'est dans ces instances que participent plusieurs institutions de recherche, les ministères concernés. C'est là qu'on définit notre programmation. Alors comme je vous l'ai dit, notre programmation elle est très curiosity driven. Donc il s'agit surtout de décrire l'ensemble des champs scientifiques que l'on attend, mais pas forcément de dire on veut travailler sur tel sujet particulier. La plupart de notre budget d'intervention c'est sur tout ce qui émanera des laboratoires, mais qui doit pouvoir se retrouver dans cette programmation et se reconnaître dans les axes que nous mettons en avant. Donc, on co-préside ces comités de programme avec le ministère. S'il advenait, donc on n'est pas totalement, on n'est pas une autorité publique indépendante, on ne fait pas ce qu'on veut. Le ministère, à la fin, nous dit valide notre programmation, elle est passée à notre CA, donc il y a quelque chose qui en sort. Mais c'est important d'avoir en tête ce processus avec les communautés scientifiques et les acteurs de la recherche, parce que s'il advenait à avoir une majorité très directive sur ce que l'on serait amené à financer, je pense qu'on aurait peut-être un divorce plus grand avec les communautés scientifiques, et ce ne serait pas juste un sujet ANR ministère, en fait. On aurait un sujet de débat scientifique plus large. Je ne sais pas si ma réponse est assez précise. Ça m'amène une réflexion sur la question des compétences scientifiques en fait, de l'ANR, parce qu'en fait, les dossiers, les porteurs de projets sont évalués par leurs pairs, d'une manière ou d'une autre. Oui. Et à la fois, c'est des gens qui vont être dans ces jurys, je l'appelle comme ça, mais qui vont être aussi chercheurs, certainement. Oui. Et est-ce qu'à un moment donné, ça ne génère pas une espèce de conflit de posture qui peut être parfois assez gênante? Deuxième sujet, moi je ne suis pas chercheur, je ne connais pas forcément ce milieu-là, mais on s'est un peu renseigné et puis on essaye de regarder un peu où est-ce qu'on peut trouver de la ressource et de gens qui vivent en fait ce système.
et qui, au fond, se plaignent de passer plus de temps à gérer des demandes de financement et à remplir des appels à projets qu'à faire leur boulot de chercheur. J'ai entendu ça plusieurs fois, et pas seulement en préparant cette audition. Et alors, ça peut être entendu de manière peut-être un peu plus forte que la réalité, mais malgré tout, c'est une question qu'on a plutôt intérêt à poser, et je pense qu'il peut y avoir une réponse par rapport à ça. J'entends aussi que bon, il y a la tutelle, vous faites un travail de sélection, et c'est une sélection qui s'appuie sur un projet, une commande politique qui est portée par le ministère. Après, et donc sur quelque chose qui est plutôt assez descendant, d'après ce que j'entends de vos propos. Est-ce que quelque chose qui soit plutôt bottom-up ne serait pas plus salutaire? Et je me dis aussi que bon, il y a à peu près 25% en fait, de dossiers qui sont retenus sur l'essentiel. Ça veut dire que les 75% autres, comment ils font, quoi? Enfin, soit ils font pas, soit ils vont chercher de l'argent ailleurs. Est-ce que c'est pas aussi une façon de renvoyer les chercheurs vers des financements alternatifs, et notamment des financements privés, qui eux ont une autre logique en termes de commandes, d'intérêt et parfois même d'orientation politique? Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais commencer par le sujet chercheur temps passé que vous évoquiez. Alors, c'est vrai que la recherche sur projet, ça a un coût. Ce coût que vous évoquez, ça prend du temps aux chercheurs, ça prend du temps pour évaluer, mais c'est quelque part, la valeur ajoutée qu'on en attend, c'est de pouvoir amener l'argent directement au laboratoire. Alors, via les institutions de recherche, il peut y avoir d'autres objets à financer, et puis ça permet aussi de s'assurer qu'on finance de l'excellence scientifique. Après, un laboratoire, il a plusieurs sources de financement. Il y a les projets ANR. C'est très variable d'une unité de recherche à l'autre, mais ça peut représenter 20% du budget d'un laboratoire. Il reçoit aussi la dotation de ses tutelles. Il va recevoir parfois, s'il est positionné sur des sujets qui s'y prêtent, des contrats industriels, des projets européens ou d'autres sources. Il peut y avoir différentes options. Donc c'est une partie du budget d'un laboratoire qui permet de faire avancer ces projets. Et c'est important pour le laboratoire parce que c'est aussi, on est fier d'avoir un projet ANR. C'est un critère d'excellence aussi. Donc ça pèse dans la balance. Donc c'est vrai que cette logistique, elle a une valeur, mais elle a aussi un coût. C'est vrai que c'est un travail particulier. Et ce coût, on essaie de le diminuer au maximum par notre politique de simplification. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été portées par l'ANR ces dernières années. Et là, nous avons encore des choses assez ambitieuses à apporter en termes de simplification sur lesquelles nous échangeons en ce moment même avec le ministère de la Recherche. Donc on est conscient de ce dilemme. L'autre facteur, c'est qu'il n'y a pas que l'ANR, il y a d'autres dispositifs et chacun a tendance dans la recherche française à vouloir faire des appels à projets parce que c'est plus facile de porter le refus par un comité d'experts que par un choix de pilotage particulier. Donc là, c'est des messages que le ministre a fait passer aussi pour que chacun, que tout ce qui est logique d'appel à projet soit vraiment à l'ANR et puis que tout ce qui peut être piloté sous d'autres manières, de l'animation scientifique ou d'autres types de choix, soit porté d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qui se passe pour... Donc, on retient, oui, aujourd'hui, 20% des projets. Qu'est-ce qu'il se passe après? Alors, d'abord, on a mis en place un effet mémoire. Donc, les projets qui sont bien placés peuvent postuler l'année suivante. On sait que si les projets sont améliorés, ils ont connaissance de leur rapport d'évaluation. Ils peuvent agir sur leur projet pour le soumettre à nouveau. Mais sur ce type de taux de sélection, on a en plus des processus en 2 étapes qui permettent aux chercheurs de ne pas faire un trop gros effort au moment de déposer leur projet parce qu'ils ont un premier document de 4 pages et ensuite un document de 20 pages s'ils sont présélectionnés. Donc on considère que le dosage entre l'effort et le gain possible d'avoir un projet, d'avoir ce financement, il est aujourd'hui avec un taux de sélection de 25% raisonnable. Quand il était à 10%, ça n'était pas raisonnable et les gens avaient l'impression de travailler pour rien, donc ça n'était pas une bonne chose. À 25%, pardon, 25%, on est sur quelque chose qui est raisonnable, qui est aussi assez compris, on le voit dans nos baromètres, des communautés scientifiques. Sur les compétences scientifiques, l'évaluation par les pairs, le conflit de posture que vous questionnez, alors c'est vrai que ça peut, dans d'autres univers, paraître curieux, mais pour évaluer un projet de recherche, on est sur des domaines tellement spécialisés, tellement spécifiques, qu'il n'y a que des scientifiques du domaine qui peuvent apprécier si c'est vraiment nouveau
s'il n'y a pas déjà plein de choses déjà écrites sur le sujet et qu'en fait on n'apportera pas un angle nouveau sur ce sujet ou parce qu'on a des approches qui sont pas qui permettent pas de répondre à la question posée, des choses comme ça. Donc oui, il y a ce côté qui peut être curieux, je le comprends très bien, vu d'autres domaines que la recherche, mais elle fonctionne comme ça pour l'évaluation des individus, pour l'évaluation des projets, pour l'évaluation des institutions et dans le monde entier. Donc il y a cette dimension. Ce qui neutralise le côté conflit de posture, on est d'un côté, on est de l'autre, c'est quand même la collégialité des comités, en fait. Je cherchais le bon terme, des comités, des jurys, vous évoquiez. Ils fonctionnent quand même de manière collégiale. Il y a plusieurs expertises sur chaque projet. Ils en débattent entre eux. Est-ce que tu veux préciser les choses ? Oui, peut-être ce qu'on peut préciser, c'est qu'évidemment, on a énormément besoin des experts et des comités, parce que c'est eux qui vont être vraiment pertinents pour évaluer les projets de recherche. Évidemment, on s'attend à ce qu'ils aient des intérêts. Par contre, ce sur quoi on essaie de se prémunir, c'est qu'ils ne soient pas en conflit d'intérêts. Donc on a évidemment toute une méthodologie pour détecter les conflits d'intérêts. Donc typiquement, un expert, il ne peut pas avoir travaillé avec les participants du projet qu'il va évaluer, parce que sinon il est en conflit d'intérêts direct. Donc on regarde par les publications et par les projets qu'ils ont eu en commun pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Mais on a besoin d'avoir des experts qui aient des intérêts, mais qui soient évidemment pas en conflit. Alors oui, le point que j'oubliais, c'est que vous disiez, j'ai peut-être pas été très claire sur le lien avec le ministère. C'est très top-down dans le sens où le ministère est notre tutelle et ils arrêtent notre programmation, mais nos appels ne sont pas du tout top-down. Simplement, dans chaque domaine scientifique, on va ajouter une année un petit mot-clé particulier parce que l'IA, on n'en parlait pas de la même façon il y a quelques années aujourd'hui, parce qu'on a telle nouvelle approche sur un sujet qu'il faut faire apparaître. Et ça, on en discute avec les acteurs de la recherche et avec le ministère de la Recherche. Et lui, il va nous définir certaines priorités, l'IA, les maladies rares, par exemple, en ce moment, les données des infrastructures de recherche, sur lesquelles il va nous demander d'avoir un taux de sélection un petit peu supérieur, qu'on y accorde un peu plus d'argent pour qu'il y ait un peu plus de projets sur ce sujet. Mais ça n'est pas des orientations très, j'allais dire violentes, ce n'est pas des orientations très précises, en fait, et très fortes, qui sont très top-down. Donc, pardon si j'ai été ambiguë sur ce point. On est plutôt sur un dialogue avec le ministère qui arrête les choses à la fin, qui nous dit, bon, ça, c'est la copie qui me convient, mais l'appel lui-même, il est extrêmement large. 57 axes scientifiques. L'idée, c'est que tous les domaines scientifiques s'y retrouvent. Alors, dans un rapport d'information de 2017 du Sénat, de Michel Besson, ce dernier pointait une sorte de dispersion de l'agence en raison du nombre accru de missions qui lui ont été confiées, notamment depuis qu'elle est devenue opérateur des PIA. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Et notamment, j'ai été quand même assez interpellée de voir que vous êtes en charge de l'action Nouveau cursus à l'université, qui tend à soutenir les universités dans leur diversification de l'offre de formation en licence. Franchement, on peut se demander pourquoi est-ce que c'est l'ANR qui fait ça et pourquoi est-ce que ce n'est pas directement de la compétence du ministère. Un exemple parmi d'autres. Mais... Oui, alors je comprends le point. Alors le côté investissement d'avenir, il est venu par le fait que quelque part c'est le même métier que dans France 2030 et dans le métier qu'avait l'ANR avant que France 2030, où les investissements d'avenir n'existent, c'est-à-dire d'organiser des comités d'experts pour évaluer des projets. Simplement, on est sur des projets de nature un petit peu différente. Alors quand ils concernent aussi de la recherche, institut hospitalo-universitaire ou de l'innovation, on reste dans des champs bien maîtrisés. C'est vrai que sur les sujets de formation, pour le coup, on gardait la modalité d'appel à projet, d'évaluation par projet, mais l'objet formation n'était pas connu de l'ANR, donc l'ANR a dû s'adapter en recrutant des personnels pour faire ça. Ça, c'est quelque chose qui est fait pour le compte de France 2030 avec un pilotage interministériel et ministère de la Recherche sur les sujets de nouveaux cursus à l'université, par exemple, qui est assez étroit. Donc, il y avait une dimension métier de dialogue avec le ministère. Donc, c'est vrai que c'était nouveau pour l'agence, mais par contre, le côté maîtrise des comités internationaux, ce qui n'était pas simple dans le domaine de la formation et pas très connu non plus du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Il y avait peu d'échanges internationaux, donc c'était quelque chose que l'agence pouvait mettre en place. Inversement, le faire du ministère lui-même, alors j'étais dans les parages en plus dans ces périodes pour les nouveaux cursus à l'université.
du ministère, ce n'était pas forcément simple d'organiser une logique d'appel à projet, là où le métier du ministère et à la DGCIB en particulier, on était sur la tutelle des universités, dans une relation plutôt de subvention à ces universités, de calcul de leur dotation, d'échange sur leurs difficultés, mais pas du tout dans une logique de projet. Donc c'était nouveau finalement pour tout le monde. Il a été décidé de demander à l'ANR de le faire, aussi pour que ce soit plus éloigné de pression politique qu'il aurait pu y avoir ou de choix qui n'auraient pas mis suffisamment en distance la dimension ministère ou choix politique de tel ou tel projet pour privilégier une approche de projet de rupture basée sur des critères autres, voilà, avec des décisions in fine qui reviennent au Premier ministre, au ministère, mais avec une évaluation mise sur la table et qui soit complètement dissociée d'un processus ministériel. Et justement, comment est-ce que vous gérez cette quasi double tutelle du SGPI, d'une part pour les crédits de France 2030 et de votre ministère pour le reste ? Oui, alors Vincent Côté précisera la dimension compte de tiers sous l'angle du côté tutelle. Donc notre seule tutelle, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le SGPI, on est finalement opérateur pour eux, donc on leur doit des comptes, on doit des indicateurs régulièrement sur les objets. On a une convention, en fait, notre relation avec le SGPI est gérée par une convention. Mais ils peuvent être présents au CA de l'ANR, ils sont invités, mais ils ne sont pas membres du CA et ils ne sont pas une tutelle au sens où ils ne nous donnent pas d'orientation particulière. Par contre, on répond à leurs commandes. Mais tu veux préciser le mécanisme financier sous-jacent ? Oui, alors peut-être rapidement, enfin, ce sont des processus du coup financiers particuliers pour les actions que nous opérons pour le compte de l'État sur le périmètre des investissements d'avenir et de France 2030, dans le sens où pour l'ANR, ce sont des actions que nous opérons pour le compte de tiers, et donc le tiers étant représenté par l'État, bien sûr. Ce qui implique que ce ne sont pas les décisions de financement ne sont pas prises par la PDG, mais par l'État, via le Premier ministre ou par délégation. Et donc l'État s'appuie sur l'ANR pour l'ingénierie des appels à projets, et ensuite également pour le conventionnement et pour le financement. Mais tout ça se fait dans un cadre spécifique d'un point de vue juridique, avec une convention, avec des conventions par action, et ça se traite également de manière très différente budgétairement, vu que ce sont des opérations pour compte de tiers. Bien, on va passer peut-être à des questions du côté de nos commissaires. Agnès Canaillet ? Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je vais avoir 3 petites questions, mais plutôt basiques. La première, c'est que je veux savoir globalement quel était le budget de l'ANR, parce que vous nous avez dit combien vous octroyez de financement, mais globalement, votre structure, quel est son budget? J'avais une deuxième question. Je voulais savoir si les projets financés, c'était essentiellement ou exclusivement des sciences dures, ou est-ce qu'il y avait aussi des projets de sciences dites plus molles, entre guillemets. Et troisièmement, je voulais savoir, en matière de simplification, est-ce que vous assurez que les projets que vous financez sont cofinancés? Autrement dit, est-ce que vous avez un certain nombre de projets choisis pour lesquels vos financements ne débouchent sur rien, puisque le projet n'a pas les autres moyens? Donc comment vous coordonnez, vous assurez la coordination des cofinancements des projets? Peut-être une deuxième question, Ludovic ? Merci, Monsieur le Président. Alors, peut-être juste un complément, ça complète tout à fait la question de Madame la Ministre. Lorsqu'on pense que Merci d'abord pour vos propos extrêmement clairs. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger pas mal dans le cadre de l'OPEX avec beaucoup d'organismes de recherche. Un monde à la fois passionnant, mais pas si idyllique qu'on pourrait le croire, avec parfois certaines compétitions, si vous me permettez le terme, entre le CNRS, les instituts Carnot, etc., où parfois on a un peu une guerre de la publication. On a peut-être aussi parfois une politique de subventionnement qui dépend justement du nombre de publications, donc qui peut créer aussi un certain nombre de tiraillements entre les organismes. Qui dit simplification dit aussi peut-être réorganisation. Comment vous voyez de votre fenêtre cette simplification qui pourrait avoir lieu pour que tout le monde puisse travailler dans le même sens et peut-être créer moins de concurrence ? Non, oui, c'est bon.
dans l'ordre des questions. Donc pour ce qui est de notre budget, alors c'est vrai que je ne parle que de notre budget d'intervention d'1,2 milliard parce que finalement notre budget de fonctionnement il est faible dans l'épaisseur du trait par rapport à ce volume, il est de 57 millions d'euros et c'est le budget qui nous permet de payer nos salariés, de financer nos locaux, l'organisation des comités d'experts, donc c'est voilà, les déplacements des experts, etc. Je ne sais pas si tu veux préciser quelque chose sur notre budget de fonctionnement. Non, donc effectivement, donc on a le budget de gestion qui regroupe les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement. Et ça, c'est le budget de gestion pour toute l'agence, y compris investissement d'avenir, gestion des grands projets d'investissement de l'État, donc investissement d'avenir et France 2030. Donc 57 millions d'euros de dépenses en 2024. Et ce qui est couvert par une subvention du ministère du programme 172, ainsi que de financement direct des frais de gestion. Et donc, entre autres, on a une nouvelle convention avec l'État pour le financement des frais de gestion liés aux actions investissement d'avenir et France 2030, qui est une grosse partie de notre activité. Voilà, donc ça, c'est pour la partie budget de gestion. Et ensuite, le budget d'intervention de 1,2 milliard d'euros souligné par Claire, et ensuite toutes les actions en compte de tiers, dont la plus grande partie est représentée par les actions PIA et France 2030. Alors, votre deuxième question était sur quel domaine scientifique. Donc, nous, on ne finance pas uniquement les sciences dures, on a vraiment tous les sujets. Je disais 57 axes scientifiques, je ne sais pas si tu peux en citer. Ça va des sciences humaines et sociales à la santé, en passant par la physique, les capteurs, la chimie, qui est-ce que je ne cite pas dans nos équipes, l'environnement, bien sûr, oui, les sujets d'environnement, eau, etc. Donc là, on a vraiment tout type de sujets qui sont présents et financés par l'agence. Les cofinancements, alors, tu pourras compléter sans doute. Donc, en termes de... Nous, on ne finance que les coûts additionnels, c'est-à-dire qu'on considère que dans un laboratoire, il y a des chercheurs permanents qui sont déjà financés. Donc, on finance, par exemple, les matériels, tout ce qui est fonctionnement lié au projet, recrutement d'un postdoctorant ou d'un thésard sur le sujet de recherche. Donc, on va financer ce qui est en plus et qui correspond au projet lui-même. Est-ce que tu veux détailler ? Pardon. Alors effectivement, donc dans les coûts éligibles à l'aide apportée par l'ANR, du coup, donc il n'y a pas les personnels permanents, c'est-à-dire les fonctionnaires titulaires pour les établissements publics qui ont des fonctionnaires, ou les personnels en CDI, donc uniquement les CDD et effectivement donc les CDD additionnels. Ce qui veut dire que l'établissement apporte déjà le salaire des personnels permanents sur le projet. Dans ce qui est déclaré à l'ANR, donc ce n'est pas forcément complètement fiable, étant donné que ce ne sont pas des coûts pris en charge, les déposants déclarent plus de 900 millions d'euros de masse salariale de personnel permanent sur les projets financés par l'ANR par an. Voilà, pour vous donner un petit peu le volume indicatif que cela peut nous représenter. Ensuite, dans le cycle de vie du projet, donc il y a bien sûr la phase de sélection qui est très importante pour les porteurs de projet, bien sûr. Ensuite, le projet est conventionné, fait l'objet de versements à l'établissement. Et ensuite, pour la clôture, nous demandons un relevé de dépenses qui permet de vérifier que les sommes ont bien été dépensées sur le projet et uniquement sur le projet. Également un rapport scientifique, d'autres documents additionnels en fonction du type de projet, type accord de consortium si une entreprise est présente. Et ensuite, ce qui permet de clôturer le projet et de verser le solde en fonction de relevés de dépenses. Donc, cela nous assure bien que le projet a été bien exécuté sur le plan scientifique et également sur le plan financier et que nous ne finançons que ce qui a été effectivement dépensé. Voilà, donc ce n'est pas des cofinancements en tant que tels, mais du moins, on peut considérer qu'un projet de recherche, il est cofinancé par l'institution de recherche qui héberge le laboratoire, etc. Après, on a la notion de préciput qui fait que l'institution a aussi une partie de ses frais de gestion et d'hébergement qui sont couverts. Je l'ai abordé rapidement tout à l'heure. Sur le sujet que vous posiez du monde complexe et
compétitif de la recherche. Alors c'est vrai qu'il y a une compétition un peu entre acteurs nationaux, mais je dirais que la compétition pour la recherche, elle est quand même à l'échelle mondiale et que l'idée c'est d'armer aussi notre recherche dans cette compétition pour être présent sur les sujets les plus importants. Donc finalement, ce que nous finançons nous permet aussi d'avoir des équipes de recherche qui fonctionnent, de former des jeunes chercheurs, des doctorants, d'avoir un terreau de recherche, toute cette recherche guidée par la curiosité. À la fin, ça nous donne un terreau de recherche qui est fertile, qui publie, qui est présent dans ce concert international et qui permet d'attirer des nouveaux chercheurs, qui permet, le jour où on a besoin d'une compétence particulière ou de faire grossir l'IA, de faire grossir des sujets sur lesquels on a des besoins particuliers, d'aller chercher ces dimensions-là. Donc c'est ça notre rôle dans l'écosystème. Les compétitions entre institutions, l'ANR ne va pas vraiment avoir de rôle à jouer sur cette dimension. On est vraiment sur le côté plutôt dimension projet et lien avec les laboratoires. Je ne sais pas si je réponds à votre point. Pour vous, le système tel qu'il est aujourd'hui vous convient? Il n'y a pas de lourdeur, Alors, l'écosystème est complexe. Le travail que nous menons en matière de simplification, alors nous on travaille sur nos dispositifs, donc rendre nos dispositifs plus lisibles, travailler avec d'autres agences. On a un portail appel projetrecherche.fr sur lequel on a positionné avec 6 agences en tout, dont nous, l'ADEME, l'ANSES, l'INCa, l'INSERM et l'INSERM ANRS, sida hépatite. Donc on a ensemble, c'était aussi une action de la loi de programmation de la recherche, mis en place un portail qui permet de mettre tous les appels à projets sur ce portail. Aujourd'hui, depuis la création de ce portail en 2021, on a 500 appels qui ont été publiés. 87% de ces appels, c'est des appels. 67% c'est des appels de l'ANR, mais 87% des projets, c'est des projets de l'ANR. On est clairement le plus gros morceau dans ce sujet, mais on a quand même une plus grande lisibilité. Les chercheurs savent que c'est à cet endroit-là qu'ils retrouvent les appels à projets de tout le monde. Donc d'autres agences font de la recherche, mais on est les seuls à ne faire que du financement de projets de recherche. D'autres agences ont aussi d'autres métiers, mais elles peuvent le faire aussi. Et l'idée, c'est que pour nous, on aille vers plus de lisibilité de l'ensemble, à un seul endroit, de l'ensemble des appels à projets tels qu'ils sont publiés, pour que les chercheurs s'y retrouvent. Et là, on travaille quelque chose de plus ambitieux, avec une bonne adhésion de toutes les agences. On pilote le travail avec le ministère de la Recherche, qui est de rendre plus lisibles aussi nos processus, d'essayer de les harmoniser pour avoir... que le chercheur, quand il va déposer un projet à tel ou tel endroit, il ait le même environnement. Le dites-le nous une fois, qui a progressé dans l'administration française, doit aussi progresser dans la recherche. Quand on présente son CV, que ce soit toujours de la même manière, que les informations sur les co-tutelles des laboratoires ou la façon dont sont référencés les laboratoires remontent automatiquement. On travaille sur ces axes-là. Donc ça, on voit la recherche au projet comme un service rendu aux chercheurs qui doit pour lui être plus accessible. Donc, au niveau des agences, c'est ce que l'on peut faire. Après, oui, dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a des unités mixtes. La gestion des projets est parfois complexe entre organismes, universités. Mais là-dessus, je dirais que l'ANR n'a pas vraiment prise. Est-ce que la vraie simplification, ça ne serait pas que vous soyez les seuls porteurs d'appels à projets et qu'on arrête d'en avoir 3 à l'ADEME, 2 à l'ANSES, 4 je ne sais pas où. Et en fait, la recherche, c'est vous. Les autres, ils distribuent des crédits d'intervention. Mais c'est... Est-ce que ça vous paraît complètement impossible? Alors, on sait organiser des appels à projets en fonction de différents types d'attentes. Donc, on le fait pour des entités de l'État, on le fait pour des régions. On pourrait imaginer travailler à des dispositifs de ce type. Voilà, ça, c'est pas, la question ne s'est pas jusqu'à présent posée dans ces termes. On n'est pas demandeur, mais ce n'est pas quelque chose d'inenvisageable. Là, la voie qu'on a choisie dans la LPR, c'était ce travail en commun sur des approches communes, un portail unique, etc. Mais ça n'est pas inenvisageable. Et donc vous nous dites, ce n'est pas inenvisageable. Et nous, ANR, on sait demain aller traiter les appels à projets dans le domaine de la santé. J'ai compris, de toute façon, vous en aviez déjà dans votre portefeuille. Les appels à projets dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'agriculture, dès lors qu'ils relèvent de la recherche. Ça peut s'étudier. Je ne connais pas forcément assez finement ce qu'ils font comme appel aujourd'hui, mais c'est des choses qui pourraient s'étudier. Sachant qu'on est d'accord que la tutelle des laboratoires
est-ce qu'il y a des laboratoires qui peuvent être sous tutelle, par exemple, de recherche, un labo de recherche, ministère de l'Agriculture Oui, tout à fait. INRAE est sous co-tutelle du ministère de la Recherche et du ministère de l'Agriculture. Les écoles vétérinaires, les écoles mais là, d'agronomie. vous me parlez d'agence. Moi, je vous parle de laboratoire. L'INRAE, c'est pas un laboratoire, c'est une structure... INRAE a des laboratoires. Oui, a des laboratoires. Mais je parlais vraiment d'un laboratoire en tant que tel. Ceux des écoles vétérinaires, ceux des écoles d'agronomie. Et juste pour... les écoles d'ingénieurs, ministère de l'Industrie. Pour qu'on comprenne bien, les agents de l'ANR, ce sont plutôt des contractuels, plutôt des fonctionnaires. Et si ce sont des fonctionnaires, ils ont quel statut ? Ce sont très peu des fonctionnaires. On a 20 fonctionnaires sur les 400 personnes dont je parle. Pour des raisons historiques, enfin, la création de l'agence, il y a eu beaucoup de CDD, de CDI, beaucoup de CDI. Majoritairement, nous avons des CDI, tu as les chiffres sous les yeux. Donc 287 CDI sur les 367 en ETP. En ETPT temps plein, donc 23 titulaires de la fonction publique, beaucoup de CDI, quelques CDD parce qu'on doit parfois s'adapter à une cinquantaine de CDD pour s'adapter à certaines demandes particulières ou le temps que des choses se mettent en place ou pour les partenariats européens. J'ai une question d'Hervé Arnaud. Oui, au fil des auditions, on a souvent entendu un discours où on se rend compte qu'il faut des conventions de coordination, que les agences elles-mêmes travaillent avec un certain nombre de partenaires avec des besoins de clarification. Donc on a le sentiment d'une complexification au fond plutôt qu'une efficacité avérée. Vous avez vu que les agences n'ont pas forcément bonne presse aujourd'hui. Vous avez travaillé au sein de ministère également. Pour vous, quelle est vraiment la raison d'être de l'ANR et dans quelle mesure on pourrait gagner en efficacité, mais aussi les recherches de sources d'économie aussi qui sont nécessaires. Parce qu'on a un écosystème en matière de recherche, on le voit, qui est forcément complexe et un certain nombre d'élus seront amenés à prendre des décisions pour trancher dans ces dépenses, dans cet univers qui n'est pas toujours forcément connu ou en tout cas qui ne paraît pas forcément spontanément pertinent. Pour vous, si vous aviez à plaider la cause de l'ANR, la rapporteure a dit droit au but. Donc je me permets par cette question d'aller un petit peu droit au but. Peut-être glisser directement sur une question de Christian Billac et vous répondrez en même temps. Merci, Président. Bon, moi, ma question, elle vient à la suite de la question de mon collègue. Vous avez dit en introduction qu'elle avait 20 ans. Je vous demandais, votre médaille d'or, c'est quoi et c'est quand ? Alors, vous parlez de convention. Alors, c'est vrai que je l'évoquais dans le dernier contrat d'objectif de l'ANR. Il y avait déjà un objectif de simplification important. Et un des éléments qui a été porté dans cette période, ça a été le fait de ne plus avoir de convention de financement avec les établissements, mais d'avoir des simples notifications. Donc, on a pu alléger la manière dont les financements vont vers ces institutions de cette manière. On continue à le faire, donc on est dans des actes attributifs, donc c'est pas des conventions avec tout un formalisme derrière, c'est des choses beaucoup plus simples et courtes. On continue à apporter des simplifications, donc je vais pas, c'est pas des économies au sens où ça va changer énormément le nombre d'équipes qui fonctionnent sur ces sujets, mais dans les institutions de recherche en matière de gestion, ça peut être des vrais allègements et du coup dégager des forces aussi pour vraiment la recherche, pour que les chercheurs passent davantage de temps sur la recherche et moins sur ces sujets. Donc il y a des économies ou des pistes de simplification toujours sur ces sujets de relevé de dépenses. Les propositions que l'on discute avec le ministère, c'est d'avoir des relevés de dépenses très allégés, en considérant que les établissements publics sont déjà très contrôlés dans leurs dépenses publiques. C'est toujours sur des champs de recherche. Donc finalement, on pourrait nous-mêmes exiger moins de reporting financier. Et pour certaines actions, on pourrait même être sur des modes forfaitaires, en considérant qu'à partir du moment où tel et tel sujet est fait dans le projet, on considère qu'on n'a pas à vérifier le détail des dépenses. Donc ça, c'est des simplifications qui permettent d'alléger le temps des chercheurs et des équipes qui les soutiennent. Donc c'est important aussi pour nous. Je voulais dire autre chose qui m'échappe, mais ça me reviendra. Tu veux
compléter. Oui, peut-être pour bien préciser sur l'avis du projet, la phase de dépôt et de sélection est bien sûr primordiale, et ça, les chercheurs sont très au courant que cette phase-là est particulièrement importante et cruciale pour sélectionner les meilleurs projets. Et ensuite, nos process ont été au fil de l'eau finalement simplifiés et allégés. Les projets collaboratifs, qui sont très nombreux pour nous, font l'objet de contractualisation avec chaque partenaire, ce qui évite d'avoir un contrat global et des conventions de reversement entre acteurs. Donc ça, c'est une source de simplification pour eux, finalement, où chacun a son propre acte attributif. Ensuite, comme le disait Claire, on est passé à uniquement la signature d'un acte unilatéral de l'ANR pour les projets qui n'impliquent pas d'entreprise. Et donc, ça ne demande pas de circuit du côté du bénéficiaire. Ensuite, les versements sont automatisés aussi. Et donc, finalement, il n'y a aucun acte de gestion de la part du bénéficiaire, si ce n'est de faire vivre le projet, mais ça, c'est bien sûr de son ressort, jusqu'à la clôture du projet, où là sont demandés le relevé de dépenses et le rapport scientifique. Donc là, finalement, une fois que le projet est déposé, s'il est sélectionné, tout ça se fait de manière tout à fait transparente pour le bénéficiaire jusqu'à la clôture, où là, bien sûr, il doit rapporter de l'état d'avancée du projet. Alors, j'ai 2 autres pistes de simplification. Vous allez peut-être penser que ça contre-emploi, mais non. Donc, l'une d'entre elles, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait moins d'appels à projets. Alors, ce que dit le ministre, c'est qu'il faut que ce soit les appels à projets, quand il y en a dans l'État, ça doit être à l'ANR, parce que c'est vrai que différents acteurs, une université, quand elle va vouloir distribuer des fonds particuliers, voire utiliser le préciput qu'on lui verse, elle peut être amenée à faire des appels à projets internes. Et parfois, pas toujours, bien entendu, mais parfois, nous, on le voit aussi dans certains dispositifs que l'on gère, le premier réflexe, ça va être de faire des appels à projets, y compris pour distribuer des sommes assez faibles. Et ça, je crois qu'il faut collectivement, dans le SR, qu'on se l'interdise. Donc, c'est pas le rapport de qualité-prix ni le rendement, mais se dire que quand on veut distribuer telle somme en recherche, on ait un processus qui soit proportionné, c'est très important. On parlait ce matin en comité de direction, je tairai le nom de l'acteur qui nous demande, mais on nous demande d'aider à évaluer des distributions de thèses. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne méthode. Peut-être que pour distribuer un certain nombre de thèses dans un domaine donné, c'est très intéressant, il faut le faire, mais peut-être qu'il faut s'appuyer sur les institutions de recherche pour qu'elles sélectionnent elles-mêmes les candidats et qu'on évalue la pertinence d'un programme que telle et telle institution va proposer en disant « moi, je suis prêt à déployer 20 thèses sur tel sujet » et c'est ça qu'on évalue, c'est ça qu'on finance, et ce n'est pas un dispositif avec chaque thèse unitairement. Par exemple. Donc ça, c'est un vrai sujet, je pense, de réflexe dans les communautés scientifiques et de réflexe dans les institutions à développer. Ça, je pense que c'est important. Ça paraît anodin, mais c'est important. Et l'autre point, c'est là que je pousse peut-être le bouchon, mais finalement, donc l'appel à projet, il y a le côté appel à projet inutile ou qui passe du côté obscur de la force qu'il faut supprimer et éviter de faire. Mais l'autre façon de faire, c'est que les projets que l'on finance par des appels à projets soient plus gros. Nous, ils durent déjà 5 ans. Je trouve que 5 ans, c'est bien. Après, on est moins dans la logique de projet où c'est les choses plus structurantes de France 2030. Mais finalement, le montant moyen n'a pas bougé par la loi de programmation de la recherche. Et si on finançait un peu plus ces projets, pour le même effort d'évaluation et d'évaluation et de formalisation par les chercheurs de projets, on pourrait financer des projets, je sais pas, 30% un peu plus élevés en montant moyen. Ce serait une autre façon de faire en sorte que les équipes reviennent moins souvent. C'était votre question, Monsieur le Président, tout à l'heure. Elles font l'effort, mais ça vaut le coup, si je puis dire, parce que c'est vrai que ces montants moyens n'ont pas bougé depuis 5 ans et il s'est passé quand même des choses depuis. Voilà, je reprends d'autres questions. Donc sur, juste, si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous faites à chaque fois une étude du coût de mise en place de l'appel à projet, de la phase de j'écris le cahier des charges, ensuite je convoque des comités de sélection, puis je fais de l'évaluation, du suivi, pour au moins qu'on s'assure que la somme que vous versez n'est pas inférieure au coût de la structure? Alors, on le fait pas forcément sous cette forme à chaque fois, mais enfin oui, on a assez de métiers entre guillemets pour l'avoir en tête. On calcule et on le partage avec nos tutelles régulièrement, enfin tous les ans en CA. Le coût moyen de notre évaluation, il est de 1 700 € par projet déposé et 6 000 et quelques par projet retenu sur un financement de 500 000 €. Donc ça, c'est des montants que l'on suit et qu'on suit dans le temps. De l'ANR.
Donc ça, c'est le coût de l'ANR, oui, c'est le coût porté par l'ANR dans le cadre de notre budget de fonctionnement. Ça me semble pas beaucoup. Ça veut dire que écrire un cahier des charges, ça prend très peu de temps, très peu de jours hommes. Alors, c'est l'intérêt de notre appel à projet générique. Il y a un seul cahier des charges pour l'ensemble des domaines scientifiques. Donc, c'est ce travail... Donc, en fait, ce truc est amorti, enfin, entre guillemets, amorti. C'est amorti. Voilà. Non, mais il y a un effet d'échelle, vous avez raison. Il y a un effet d'échelle parce on reçoit 8000 projets, on en finance 2000. Il y a un effet d'échelle tout à fait juste, exact. Donc, ça, c'est un élément important. Je voulais mentionner quelque chose parce qu'on fait aussi ce travail parce qu'on est très agacé par le mécanisme des partenariats européens, mais ça fait partie de la position française aussi que de le dire. On a, qui est en train d'être élaboré, dans ces mécanismes européens que je vous décrivais tout à l'heure sur l'eau, sur l'environnement, sur plusieurs sujets, on a plusieurs agences qui programment un appel à projet et qui cofinancent cet appel, et la Commission qui parfois met un top-up. Et ces mécanismes-là sont extrêmement lourds. C'est-à-dire que nous, on est amenés dans ces partenariats pour suivre tout ça, toutes ces réunions de programmation conjointe, qui est une très bonne idée. C'est une très belle idée de se mettre d'accord à l'échelle européenne entre plusieurs agences pour dire qu'est-ce qu'on doit faire ensemble sur l'eau, bien sûr. Mais dans la vraie vie, nous, on doit recruter 2-3 personnes pour le faire. On porte des choses très lourdes et à la fin, on va financer 3 projets pour 1,5 million. Donc là, dans ces cas-là, on voit vraiment que les coûts moyens que je vous donne par projet sont explosés, qu'on a des mécanismes extrêmement lourds. Donc c'est quelque chose qu'on a à l'esprit tout le temps. C'est qu'en gros, les dispositifs européens ne sont pas rentables. Les partenariats européens. Cette logique, et il est mis sur la table dans le cadre de la réflexion sur le futur programme cadre, cette logique de partenariat, de programmation commune, elle est très lourde. Chacun veut toujours ajuster un petit truc. Il y a beaucoup de réunions pour accoucher de pas grand-chose, si je puis dire. Après, c'est intéressant, mais c'est pas efficace. Alors, je répondrai à votre question, monsieur le sénateur. Pardon. La médaille d'or. Alors, elle n'est pas facile, mais je ne l'esquive pas, bien entendu, dans ces 20 ans. Alors, vous posez quelque part la question de l'impact de ce que l'on fait, de notre action, de son impact sur la recherche française. On a quelques success stories qu'on présente. On a de très beaux projets. On a présenté dans le cadre du Forum mondial de l'IA. Il y a des sujets vraiment très intéressants qui sortent. Il y a des sujets là, on prépare pour l'événement de nos 20 ans, on prépare quelques projets phares sur lesquels on va pouvoir mettre l'accent en communication. Donc, il y a de très belles histoires. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des porteurs de projets qu'on a accompagnés pratiquement au fil de ces 20 ans, sur leurs premières idées, après sur des choses plus ambitieuses. Certains ont créé des start-up, certains ont été ensuite reconnus dans d'autres domaines. Voilà, mais à chaque fois, on est aussi modeste et humble. On est un bout de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont des laboratoires, des équipes, des institutions qui les emploient, des institutions qui financent ces laboratoires. Nous, on permet aux projets de se faire et on finance leur curiosité, leurs avancées scientifiques. On ne peut pas dire qu'on est à l'origine de tel ou tel grand résultat tout seul. Je ne sais pas si tu vois des exemples ou si tu veux reparler de l'impact plus généralement. Non, mais c'est très difficile de parler d'impact parce qu'on est vraiment sur des projets de recherche fondamentale. Donc les impacts qui sont extrêmement multiples, évidemment, c'est des publications scientifiques, c'est des congrès, c'est aussi déposer des brevets, améliorer la compétitivité économique des entreprises. Mais ça peut être des impacts beaucoup plus diffus. Claire le mentionnait sur la trajectoire des carrières de chercheurs. Et donc c'est extrêmement diversifier les impacts. Donc ce serait une question de recherche en soi. Pour vous donner une idée sur des impacts, on a évidemment le gros 78% du budget qu'on consacre dans l'appel à projet générique, c'est des projets curiosity driven. Donc les chercheurs viennent avec leurs idées, ils portent leurs idées, c'est les pairs qui évaluent ces idées qui vont les sélectionner pour financement. On a aussi des appels qui sont dédiés pour répondre à des priorités, qui peuvent être des priorités contextuelles. Donc il y a évidemment beaucoup d'appels spécifiques suite à la crise du Covid. Si je prends un autre contexte, si on prend l'accumulation des sargasses dans les Caraïbes, on a eu des appels dédiés. Et pour vous donner une idée d'impacts qui peuvent être des impacts pas directement qu'on pourrait attendre d'une production scientifique, c'est qu'à l'heure actuelle, 11% des projets qu'on a eus sur les sargasses, enfin 11% des publications qui ont été issues de ces projets sur les sargasses ont été utilisées dans des politiques publiques. C'est-à-dire pour des textes, en particulier aux Nations Unies, pour avoir une politique publique sur les sargasses. Donc ça aussi, c'est des impacts, pas seulement directement sur la communauté scientifique, pas directement sur la vie des entreprises, mais aussi sur la politique publique en général. Donc c'est extrêmement diversifié. On ne pourrait pas dire, voilà, choisir un projet de recherche fondamentale, on va être capable de prédire quel va être le type d'impact sur la société. C'est extrêmement diversifié. C'est aussi ça qui fait la beauté de la chose.
Alors, juste pour préciser ce point, c'est intéressant parce que c'est un travail que l'on essaye de développer de plus en plus, ce travail sur l'impact. Donc les publications, on sait les compter, les brevets, on sait les compter, on sait trouver ce qui vient de projets, parce que dans les publications, nos projets sont cités, etc. Donc on sait retrouver ce qui vient de projets qu'on a financés. Mais ce qu'on sait faire, et ça c'est plus récent, c'est qu'on sait aussi retrouver ces rapports de politique publique qui citent les publications qui viennent de travaux qu'on a financés. Donc ça va assez loin. Et dans certains domaines scientifiques, dont les sciences humaines et sociales, dont des sujets liés à l'environnement, c'est vraiment intéressant d'aller creuser un petit peu plus ça. On a vraiment envie d'aller plus loin sur ces sujets. Pauline Martin a une question à vous poser. Oui, un petit peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Moi, je voulais savoir si vous aviez, entre guillemets, un taux d'échec. Alors j'ai bien entendu que maintenant vous aviez un certain nombre d'outils pour aller repérer les impacts, mais est-ce que derrière il y a effectivement des projets qui ne voient pas le jour? Comme on retient un projet sur 4, on en rejette beaucoup aussi qui peuvent se représenter sous d'autres formes. Alors après, en cours de route, pardon, oui, dans les projets qu'on finance, oui, bien sûr. Alors dans les projets qu'on finance, ça peut arriver, c'est très faible. Il peut arriver qu'il y ait des aléas dans la vie des projets, un chercheur qui s'en va, des chercheurs qui s'engueulent, j'allais dire, pardon, des conflits dans les laboratoires, des sujets qui font que quelqu'un s'en va et le projet ne peut plus être fait de la même manière. Donc là, on a un dialogue avec les institutions et avec l'équipe, le consortium qui reste pour voir si ce projet a un avenir ou pas. Parfois, il y a des projets qui sont interrompus. Je n'ai pas de taux, mais c'est quand même rare qu'ils s'arrêtent complètement. C'est très, très faible. En général, il y a des moyens de réaliser tout de même le projet d'une autre manière. Donc, un des membres du consortium va être remplacé par un autre, par exemple. Mais la dynamique de recherche, elle se poursuit. Ce qui peut arriver, et c'est normal, c'est la vie de la recherche, c'est que parfois, ils aillent sur des impasses et que le projet doit être un peu repositionné scientifiquement. Et dans ce cas-là, la règle, c'est qu'ils nous en informent, qui est là aussi, on a un dialogue pour repositionner les choses. Mais ça se fait. Alors, j'ai envie de répondre à côté de votre question, mais je pense que c'est intéressant. Dans ce qui arrive, c'est qu'on se pose des questions. Et pardon, interrompez-moi si ça ne l'est pas. Mais ce qui arrive aussi et qu'on repositionne, c'est que nos instruments ne soient pas si efficaces qu'on le souhaiterait. Donc ça, c'est embêtant parce que c'est aussi beaucoup d'argent. Donc il faut qu'on sache si, par exemple, là, j'y pense pour les LabCom. On a des laboratoires communs entre la recherche publique et des partenaires industriels que l'on ne finance pas, mais qui s'impliquent dans le projet. Et ces LabCom, on a vu à un moment donné les taux de soumission baisser. Oui, il y avait de moins en moins de projets déposés. On a vu qu'il y avait une perte d'appétence de certains acteurs. Donc on en a fait un bilan et on a repositionné ces LabCom pour avoir davantage de PME et de start-up qui puissent positionner, rendre plus facile l'accès à cet instrument pour ces acteurs, rendre plus facile l'accès aussi à des tests chiffres. Donc on a modifié l'instrument et on voit, là c'est la deuxième année, on voit que ça remonte, que ça repart. Et ça, on le fait très régulièrement, l'évaluation de nos instruments. Là, on a un problème sur les chaires industrielles. On est en train de regarder la même chose pour voir comment avoir un cycle plus court, parce qu'on pense que, alors ça c'est pour les programmes de recherche collaboratifs avec les entreprises, comment faire en sorte que les entreprises viennent plus facilement dans ces programmes, parce que notre cycle d'ensemble, il est quand même assez long. Peut-être que pour elles, si on avait une façon d'examiner les projets plus rapidement, ça serait plus intéressant. Voilà, donc c'est une autre question sur notre questionnement sur nos propres dispositifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a bien travaillé nos amis. Écoutez, merci beaucoup pour ce temps passé dans le cadre de cette commission d'enquête. Merci pour les réponses à nos questions. Écoutez, très bonne soirée et au plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous tous et nous enverrons une réponse à vos questionnaires dans le délai demandé, bien sûr. Merci à vous.